Bonjour à toutes et tous. Après 22 mois d'un chantier titanesque, Océanopolis à Brest achève une partie de sa métamorphose et rouvre les portes de son pavillon tropical. Aujourd'hui, émission spéciale, on part en visite et voici le sommaire. Dans un instant, nous évoquerons les chiffres et les coulisses de ce chantier historique avec la directrice du site, Nathalie Perron-Lecor. Nous verrons comment les équipes ont réussi la prouesse invisible de transférer et préserver les milliers d'animaux marins pendant les travaux. Le conservateur Dominique Barthélémy nous parlera plus particulièrement des requins. Enfin, nous terminerons avec Lionel Feuillassier, le chef d'orchestre de la muséographie de ce nouveau pavillon. Il nous expliquera tout le projet. Allez, bienvenue dans cette émission spéciale et tout de suite, on va à l'intérieur rejoindre Nathalie Perron-Lecor, la directrice d'Océanopolis. Bonjour Nathalie Perron-Lecor. Bonjour Pauline. Merci de nous accueillir aujourd'hui au cœur du pavillon tropical qui rouvre après 22 mois de travaux. On avait hâte de le découvrir. Absolument. Vous aussi. Absolument. Océanopolis a 36 ans cette année. En quoi le regard du public de 2026 il a changé par rapport à celui de 2000 ? Parce qu'on rappelle que c'est en 2000 qu'a été créé le pavillon. Tout à fait. Le pavillon d'origine, le pavillon tropical d'origine a ouvert en 2000. Et en 26 ans, beaucoup de choses ont changé. Notre rapport à la culture, notre rapport à l'information, notre rapport au vivant également. Donc il y a beaucoup de choses qui ont changé. On est aujourd'hui sans doute plus exigeant dans nos expériences. Donc du coup, le métier en fait, de médiation, qui est ce métier qui fait le lien entre science et société, il a beaucoup évolué depuis 25 ans. Et c'est quelque chose qu'on a vraiment pris en compte dans la réflexion de ce projet. Et ce projet, aujourd'hui, l'ouverture de ce nouveau pavillon tropical à partir du 4 juillet, s'inscrit dans une démarche beaucoup plus globale, la transformation d'Océanopolis. Et c'est une démarche qui a commencé en 2017. Oui. Donc on voit que c'est un temps très long et qui a commencé vraiment par l'observation des visiteurs pour comprendre quels pouvaient être leurs irritants, quelles étaient leurs attentes, les observer aussi beaucoup devant... Parce que les visiteurs, leur regard change aussi. Vous parlez du rapport au vivant. On peut aujourd'hui culpabiliser face à des poissons dans un aquarium, par exemple. Et ça, là-dessus, vous avez dû travailler pour présenter les choses différemment. Il y a un gros travail qui a été fait sur le peuplement, effectivement, des aquariums, sur le respect, mais qui est un travail qui est aussi dans l'ADN historique d'Océanopolis. Il faut rappeler qu'Océanopolis a été créé par des scientifiques et que c'est un centre de culture scientifique dédié à l'océan. Donc cet ADN-là, il existe depuis 36 ans et il est très vivant et très vivace aujourd'hui et on le cultive. Et donc c'est quelque chose qu'on faisait déjà, mais sur lequel on a apporté encore un regard un peu plus pointu. Parlons un peu de chiffres. Ce pavillon tropical refait à neuf, il a coûté 45 millions d'euros. Alors le projet Métamorphose dans son ensemble. Donc avec l'Austral. Avec tout le projet, il faut avoir en tête qu'à travers Métamorphose, on aura transformer tout Océanopolis, sauf le pavillon Bretagne, qui est le pavillon un peu historique, mais tout le reste aura été transformé. Donc c'est les 44,8 millions d'euros de ce projet concernent l'ensemble. Vous n'avez pas fermé les portes complètement pendant les travaux. Vous Absolument êtes attractif pas. Et vous avez dû continuer à l'être pendant ces 22 derniers mois. Et comment ça s'est passé en coulisses, justement? Alors effectivement, ça a été le chantier qui a même démarré début septembre 2023 pour sa première phase. Depuis cette date-là, on est en coactivité. Okay. Voilà, donc on a appris et on s'est adapté pour travailler avec les entreprises pendant tous ces mois. Donc ça a été très exigeant pour nos équipes, évidemment, parce qu'il a fallu composer, changer nos habitudes, être extrêmement soucieux, respectueux des normes de sécurité, puisque quand on a un chantier comme ça, il y a beaucoup de risques liés à ce chantier. Donc on a été tous collectivement très exigeants et respectueux. Donc ça a été un exercice qui a été parfois un peu périlleux pour nous et qui a été aussi très demandeur vis-à-vis de nos visiteurs, parce qu'on aura aussi parfois demandé de changer un peu le sens de circulation, d'une semaine à l'autre. On a modifié pas mal de choses. On a essayé en tout cas d'être toujours très agile pour coller au mieux aussi aux aléas d'un chantier qui fait que des fois Et les gens sont quand même venus. Et les gens sont venus. Océanopolis, c'est un centre national de culture scientifique, vous l'avez rappelé. Avec cet investissement qui a été fait, est-ce qu'on joue désormais ici dans la même cour que les plus grands aquariums mondiaux, Nathalie? Alors, Océanopolis est déjà très reconnu au niveau national et international. Mais il est clair qu'avec cette métamorphose qu'on est en train d'opérer, on est complètement comparable à des sites équivalents qu'on peut trouver aux États-Unis, au Japon.
Et je tiens à saluer le travail incroyable des équipes d'Océanopolis qui se sont vraiment fortement investies dans ce projet, donc notamment sur la rédaction du projet en amont. Et je pense à Anne Rognan, qui était la conservatrice en charge de la médiation de culture scientifique, qui a écrit à quatre mains avec Dominique Barthélémy, qui est conservateur en charge du milieu vivant, ce projet qui malheureusement Anne nous a quittés beaucoup trop tôt. Donc voilà, elle n'aura pas pu voir l'aboutissement de tout ça, mais je pense qu'elle en serait fière aujourd'hui. Et voilà, et Dominique qui a tenu ce projet aussi pendant tous ces mois avec beaucoup de ténacité, de persévérance, et toutes les équipes derrière, parce qu'on a vraiment voulu s'appuyer sur les compétences. Donc tout a été écrit en interne. Beaucoup de dispositifs audiovisuels ont été réalisés par nos propres équipes et on est extrêmement fiers. Et on les voit d'ailleurs tout au long de cette émission Voilà, pour illustrer aussi les coulisses de ces Exactement. travaux. On va continuer, Nathalie, justement, à aller à la rencontre des équipes pour poursuivre la visite. Merci beaucoup en tous les cas d'avoir pris du temps avec nous. Avec plaisir. Alors, comment fait-on pour déplacer, préserver et puis acclimater des milliers de petits pensionnaires dans les aquariums? Eh bien, c'est le défi fou qu'a relevé Dominique Barthélémy et ses équipes. Bonjour Dominique. Bonjour. Alors, ces travaux, ça a représenté des centaines d'espèces à déplacer. Elles ne sont pas toutes bougées, mais vous allez nous expliquer. Vous avez vécu ça comme un cauchemar ou plutôt un défi logistique incroyable? C'est surtout un défi logistique, une aventure incroyable qui a été préparée de longue date, puisque ça fait depuis 7-8 ans qu'on travaille sur le projet Métamorphose. Et pour la partie aquariologie, pour le pavillon tropical qui nous occupe aujourd'hui, c'est beaucoup d'anticipation, effectivement, pour déplacer des animaux tout en les gardant dans les meilleures conditions de bien-être animal pour que ça se passe bien pour eux pendant la période de travaux. C'est un gros défi, c'est pas mal de stress avant de le faire, pendant le transfert, et puis après, pendant toute la durée des travaux, il faut surveiller que tout se passe bien. Et puis finalement, un énorme soulagement ces jours-ci, parce que ce qu'on a fait pendant 2 ans, les déplacer, les stabuler ailleurs, ça a marché, ça fonctionne et on est prêt pour l'ouverture. Ça a marché, ils sont tous revenus dans leurs aquariums. Alors on précise, ils n'ont pas tous été vidés, les aquariums. Non, la grande barrière de corail qui est à côté de nous, elle n'a pas été vidée, elle a été occultée pendant la période de travaux. Il y avait une grande paroi opaque avec juste des petites fenêtres. Et c'est comme ça que nos équipes, en fait, regardaient les animaux à travers, mais sur des petites fenêtres de 30 par 30. Ce qui est un peu frustrant. Alors pourquoi on les a occultés? Pour les protéger. Là, on était sur une zone chantier, en fait, qui n'était pas du tout comme aujourd'hui. Il y a eu des travaux lourds, donc il fallait protéger les vitres des aquariums pour pas qu'elles soient abîmées pendant cette période de travaux. Et c'est qu'il y a quelques semaines qu'on a enfin réouvert. On a redécouvert notre aquarium finalement. Et on s'est aperçu qu'il y a des choses qu'on ne voyait pas bien parce qu'on regarde par au-dessus ou par les petites fenêtres. Et finalement, certains coraux sont beaucoup développés, d'autres un peu moins. Voilà, il y a des poissons qui ont bien grandi aussi. Donc ça a été une réappropriation de l'aquarium, ce qui nous a permis aussi, avec tous les plongeurs, on a fait des dizaines d'heures de plongée dans l'aquarium, celui-ci, par exemple, pour travailler un petit peu sur les coraux. C'est un peu comme un jardin, en fait, finalement. On fait des boutures, on jardine, on enlève, etc. Et voilà, pour qu'il soit tout à fait présentable pour l'ouverture dans une semaine. Il est magnifique en tous les cas. Alors, on parlait de retrouvailles entre les scientifiques et les espèces. Il y a eu aussi des sacrées retrouvailles avec des requins zèbres. Ça s'est passé il y a quelques jours. Je voudrais que vous nous en parliez, Dominique. Comment ces requins qui avaient été séparés se sont retrouvés? Oui, tout à fait. Requin zèbre, pour resituer, donc c'est une espèce de requin qui mesure environ 2 mètres adulte, qui passe pas mal de temps posé sur le fond. Et Océanopolis, en 2013, a été la première structure en Europe à maîtriser la reproduction de cette espèce de requin zèbre, de requin. Et donc, c'est un requin qui pond des œufs, donc on réussit à élever les œufs, à produire des juvéniles. On est d'ailleurs partenaire d'un programme international qui vise à réintroduire dans le milieu naturel, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, des requins zèbres à partir d'œufs qui sont produits en aquarium.
Et nous avions donc un jeune requin zèbre mâle qui a été envoyé dans d'autres structures pendant la période des travaux. Il est parti pendant plusieurs années, même un petit peu avant la fermeture du pavillon tropical. Il est revenu, il a été à l'aquarium de La Rochelle pendant un moment, il est revenu il y a quelques semaines et on l'a mis en situation avec une femelle requin zèbre adulte avec laquelle il pourra, j'espère, se reproduire parce que leur génétique est différente. Lui, il est né à Oceanopolis, elle n'est pas née à Oceanopolis, elle est née ailleurs. Et donc, on les fait se rencontrer, on fait une sorte de mariage qui va nous permettre de produire des œufs qui pourront s'inscrire dans le cadre de ce projet. Donc voilà, des bébés qui iront vivre peut-être en Nouvelle-Guinée. Peut-être, oui, tout à fait. Ça illustre un peu comment la maintenance des espèces en aquarium permet de mieux connaître les cycles de vie de toutes les espèces qu'on présente, y compris les coraux par exemple, et que derrière, ce sont autant d'aides, d'appuis logistiques et scientifiques pour la recherche et éventuellement pour la conservation et réintroduction dans le milieu naturel. Parmi les stars de ces espèces et de la réouverture du pavillon tropical, il y a les anguilles jardinières. Dominique, parlez-nous de cette espèce qui est très étonnante. Oui, c'est une espèce qui est fascinante. Alors les stars, ce n'est pas forcément des animaux qui sont spectaculaires par leur taille. Là, les anguilles, elles sont finalement assez petites. Elles mesurent 30-40 cm et on ne voit que 10 cm de leur corps parce qu'elles vivent dans un terrier qu'elle ne quitte jamais. Et il y a juste les 10 premiers centimètres avec la tête qui se balade au-dessus du terrier et qui va chercher, en fait, dans le courant, du plancton pour se nourrir. Et elles vivent en colonie dans le milieu naturel. Et on a reconstitué une colonie d'environ 200 anguilles jardinières, ce qui est plutôt unique en Europe. Elles sont généralement présentées en plus petits groupes, mais là, la quantité fait que c'est vraiment spectaculaire. Et elles se déplacent et elles sont toutes orientées dans le même sens parce que, en fonction du courant dans l'aquarium, qui peut varier en fonction des heures de la journée, elles vont changer de sens en fait et regarder un coup à droite, un coup à gauche. Et c'est des animaux qui sont vraiment fascinants. On pense qu'elles vont faire partie justement des nouvelles stars du pavillon tropical. Parlez-nous un peu de l'eau, parce que toutes ces espèces sont dans l'eau, évidemment. Elle vient d'où cette eau? C'est l'eau de la rade de Brest? C'est l'eau de la rade de Brest. Typiquement, l'eau de mer, qu'on soit à Brest ou aux Antilles, ou en Indonésie ou en Polynésie, c'est à peu près la même eau au niveau qualitatif. Il y a les mêmes proportions de sel dans l'eau, de différents sels. En revanche, ce qui peut changer un petit peu, c'est la concentration en sel, bien sûr. Il y a des mers qui sont plus salées, comme la mer Rouge, parce qu'elle est fermée, donc plus d'évaporation. Et puis, il y a des mers qui sont plus chaudes ou plus froides. Donc, pour le pavillon tropical, en réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on réchauffe cette eau. On passe d'une température qui varie de 10 à 20 degrés, plus ou moins. Et puis, nous, on la chauffe à 25 degrés pour le pavillon tropical. Dominique, vous travaillez à Oceanopolis depuis de nombreuses années. Pour vous, cette métamorphose du pavillon tropical, qu'est-ce qui permet de faire passer de mieux comme message auprès du grand public? Vous œuvrez vraiment pour la vulgarisation de la science. Pour vous, c'est quoi le truc en plus? Le truc en plus, je pense que c'est l'expertise qui est liée à l'expérience de l'équipe d'Oceanopolis globalement depuis 35 ans et qui fait qu'on apprend tous les jours. Nous, on apprend tous les jours des animaux qu'on présente, des coraux, etc. Et petit à petit, on sait mieux comment présenter ces animaux. On fait évoluer certaines présentations aussi. On est sur une approche qui est de plus en plus fidèle aux écosystèmes naturels. Ça, c'est vraiment un des marqueurs du nouveau pavillon tropical, même au sein du récif corallien qu'on peut considérer comme une entité. Nous, on va dire, voilà, il y a des récifs, il y a le lagon, il y a la barrière, la grande barrière, en fait, avec la pente récifale. Il y a le récif mésophotique aussi, qui est un des nouveaux aquariums du pavillon tropical, où là, on présente le récif, mais à 40 ou 50 mètres de profondeur. Et ça, c'est des présentations qui étaient peu communes, voire inconnues avant, alors des scientifiques, parce que c'est des thèmes de recherche assez nouveaux, mais aussi du grand public, parce qu'en aquarium, on les présentait tout simplement pas avant. Et puis, il y a tout l'aspect muséographie aussi qui a beaucoup évolué. On travaille vers des approches qui sont beaucoup plus immersives, sensibles et qui mobilisent de plus en plus tous les sens, en fait. Et ça, Lionel vous en parlera
vivre. Il va nous en parler juste après. Une petite dernière question quand même, Dominique. Vous, est-ce que parmi ces centaines d'espèces, vous avez une petite chouchoute ou un animal que vous aimez retrouver plus que les autres? Plus que les autres, je ne sais pas, parce qu'on apprend toujours en fait de l'observation naturaliste. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on apprend tous les jours, pour peu qu'on s'intéresse à ce qu'on a sous les yeux, quoi, et qu'on est capable de le regarder parfois avec un œil un petit peu nouveau. Dans les milieux tropicaux, j'aime beaucoup tous ces poissons de la famille des Anthias, qui sont tous ces petits poissons couleur orange, pêche. Il y a beaucoup d'espèces différentes. Les mâles ont une coloration différente des femelles. C'est des poissons que de plus en plus on apprend à élever aussi en aquarium. Donc il y a des cycles de vie qui sont complexes mais qu'on apprend à maîtriser. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à apprendre et j'aime bien cette famille de poissons. Merci beaucoup Dominique, et nous on va continuer justement vers la muséographie. Et pour recréer, pour repenser le pavillon tropical de A à Z, ça a été un immense défi de créativité qu'a mené Lionel Feuillassier et ses équipes. Lionel, il est le directeur de la muséographie à Ossanopolis. Bonjour Lionel. Bonjour Pauline. Lionel, vous êtes le responsable de la muséographie à Ossanopolis. Ça a dû être un sacré cadeau quand même pour vous de repenser de A à Z toute la scénographie de ce pavillon tropical. En fait, c'était un sacré challenge qui a été bien amorcé par Anne Rognan et Dominique Barthélémy. Et nous avons eu la chance d'être accompagnés pendant tout le projet par aussi un atelier de scénographie qui s'appelle Expositif, avec lequel on a co-construit l'intégralité du parcours. Alors, on va détailler un peu ensemble justement les grandes nouveautés de ce parcours. L'une des premières choses qui frappe, c'est ce nouvel aquarium, ce vitrage de 28 mètres carrés courbe. Qu'est-ce que ça induit pour le visiteur? Le fait que ce soit courbe, c'est quoi? Un effet d'optique qu'on recherche? Oui, c'est un effet d'optique et puis surtout, c'est vraiment là, pour le coup, la création d'un nouvel espace dans le pavillon tropical. Les visiteurs habitués d'Ossanopolis vont pour le coup aussi découvrir un nouvel espace. C'était finalement cet ancien ascenseur immergé que tout le monde connaissait, qu'on aimait bien. Et voilà, on a changé de projet. C'est un nouvel Ossanopolis avec un nouveau parcours de visite. Et donc voilà une présentation nouvelle de l'aquarium des requins, que l'on n'avait finalement jamais vu ainsi, avec une falaise assez impressionnante. Donc ça devient un espace qui est inattendu, qui va vraiment surprendre aussi, puisque dans cet espace-là, avec la courbure également de ce vitrage qui est très haut, 7 mètres, et également du son qui sera présent, on souhaite vraiment créer un environnement aussi bien visuel que sonore, et donc susciter de l'émotion dans la contemplation en fait, du vivant. Alors parlons-en justement de cette immersion multisensorielle dont vous nous parlez. Le monde du silence va être ici brisé par des paysages sonores. Quels sons va-t-on entendre justement? Vous êtes allé capter des vrais sons naturels? Alors on a surtout eu la chance d'être accompagnés par des scientifiques pendant tout ce projet, des bioacousticiens qui nous ont transmis des sons enregistrés soit in situ dans le milieu naturel, soit en laboratoire. On va effectivement pouvoir entendre des sons de poissons de récifs. On va aussi entendre des sons, cette fois-ci plus de la forêt guyanaise, avec des espèces qui vivent cachées dans les arbres. On ne les voit pas, on les appelle plutôt des furtifs. Et puis on va aussi entendre les sons de l'environnement. Finalement, l'environnement est extrêmement sonore. Les vagues, ce qu'on appelle la géophonie, la houle, ça peut être aussi des séismes. Voilà, donc il y a toute une diversité de sons qui finalement sont naturellement présents dans l'écosystème marin. Vous avez voyagé vous-même pour la préparation de ce pavillon? Oui, on a eu la chance de partir à 4 en fait, à l'autre bout du monde, en Polynésie française. On a été accueillis par le CRIOB, qui possède en fait une station expérimentale à Moorea. Et on a pu ainsi réaliser directement in situ des images assez exceptionnelles en fait, de planctons tropicaux que l'on n'arrivait pas finalement à avoir. Donc on a été directement sur place avec les équipes audiovisuelles d'Ossanopolis. Et on a pu aussi filmer en direct la reproduction du corail. Incroyable. Alors tout ça, on peut le découvrir justement dans la visite. Dominique, tout à l'heure, nous a parlé des 200 anguilles jardinières. Et là, pour les mettre en scène, finalement, vous avez pensé à cette grande colonne. Et ça a été, je crois, un exploit même de l'amener dans le pavillon.
C'était un exploit technique parce que finalement, il va falloir cette fois-ci entrer par le plafond pour pouvoir installer cette colonne directement dans les espaces de visite. Et d'ailleurs, ça vaut également pour la grande vitre courbe de l'Aquarium des requins qui a dû également passer par le plafond pour être installé. Donc c'est vrai que ça a été des exploits techniques. Et ce projet, il a de sensationnel finalement qu'il cumule des savoir-faire à chaque étape du projet jusque à la présentation en vitrine des objets qui doivent être soigneusement soclés pour que le soclage disparaisse derrière l'objet. Et justement, puisque vous en parlez de ce qu'on voit en vitrine derrière nous et derrière vous, cette immense mâchoire de mégalodon, qu'est-ce qu'elle fait là? Comment elle a été? C'est une reproduction, on est d'accord? Tout à fait, c'est une reconstitution car les mâchoires ainsi n'existent plus. Seules les dents restent encore à l'état fossilisé, mais étant du cartilage, en fait, le cartilage ne résiste pas au temps. Donc les scientifiques utilisent les dents fossilisées de mégalodons pour essayer de reconstituer en fait les mâchoires en s'appuyant sur des mâchoires bien contemporaines, de grands blancs par exemple, et d'autres requins bien actuels. Et dans cette vitrine, vous avez d'autres éléments, comme par exemple cette hélice dentaire d'hélicoprion, où là c'est exactement la même démarche. Les scientifiques n'ont plus que cette hélice dentaire et ils vont s'appuyer du coup sur des comparaisons avec des espèces actuelles pour essayer de reconstituer l'espèce disparue. Ça, c'était une volonté d'avoir justement cette espèce de cabinet de curiosité très ancien pour démarrer presque le parcours, mais aussi des choses très interactives. Vous avez fait appel à la technologie, des choses très innovantes aussi. C'est ce mix-là que vous vouliez proposer aux visiteurs? Oui, tout à fait. En fait, finalement, le parcours du pavillon tropical devient vraiment un parcours presque muséal. Il y a les vitrages des aquariums qui offrent de magnifiques panoramas sur le monde sous-marin, mais on a également des dispositifs assez exceptionnels et c'est ce cumul d'un ensemble de dispositifs qui rend finalement la visite unique, je pense en France pour le coup. On a des dispositifs interactifs qui s'appuient sur des datas issues des laboratoires de recherche. Les maquettes ont été validées rigoureusement par les scientifiques. Donc on a vraiment une proposition très rigoureuse, très esthétique et on l'espère très pleine d'émotions pour nos visiteurs. Quand on enregistre aujourd'hui, on est à quelques jours des premiers visiteurs qui vont arriver. Vous avez un peu le trac, vous le vivez comment ce moment, Lionel? Oui, effectivement, Pauline, en fait, c'est plus nos espaces. Ça y est, on a bien compris que ça y est, le projet se termine et désormais, on le donne, on l'offre à nos visiteurs pour qu'ils puissent à leur tour s'en emparer et y trouver de l'émotion. Merci beaucoup, Lionel. Et voilà, c'est la fin de cette visite du pavillon tropical à Océanopolis. Alors vous l'avez compris, Océanopolis n'a pas seulement changé ses vitres ou agrandi ses bassins. Le site brestois a réinventé sa manière de nous raconter l'océan. Une nécessité absolue pour sensibiliser les générations futures. Alors après cette première grande étape, le samedi 4 juillet, avec la réouverture du pavillon tropical, et puis le reste de la métamorphose, notamment l'ouverture du pavillon austral, est attendue en début d'année 2027. Mais ça, on a le temps de vous en reparler. D'ici là, à très bientôt sur vos chaînes locales bretonnes. Kenavo!